Philippe Soler, c'est à moi l'honneur de commencer aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de faire une petite introduction. Évidemment, c'est une tâche très, très lourde. Je me suis dit, oulala, là, tu vas être obligé à brasser des masses d'informations. Alors, je me suis mise comme une bonne étudiante en littérature. Hein. Alors, j'ai pensé, tu pourrais y aller, tu pourrais dire qu'il était à la tête de tel quel, puis de l'infini, commencer à zéro, vous voyez, parler de défis, d'une curieuse solitude, ses romans de jeunesse, le parc, après, aujourd'hui, drame, nombre, loi, et paradis, le grand texte comme un opéra littéraire sans ponctuation, et finalement femme, puis portrait du joueur, et j'en passe tant d'autres pour arriver à médium. C'est ce que j'aurais pu faire. Je ne fais pas. Je me suis dit, pourquoi pas, je vous ai beaucoup relu pendant ces derniers mois en préparant, ces derniers mois et semaines en préparant vraiment tout refeuilleter ce que j'avais déjà lu. Et j'ai pensé, tu vas essayer par donner une petite appréciation, des impressions de lecture. Vous allez me dire si c'est bien trouvé. Alors, en relisant, j'ai pensé, voilà une écriture qui se distingue tout d'abord par sa vivacité. Ça bouge, c'est en mouvement. C'est comme si quelque chose se cherchait constamment. Et il faut vraiment accepter de suivre le mouvement, il faut accepter d'être débordé par cette mutation perpétuelle, qui est d'ailleurs aussi celle du personnage, Philippe Soler. Vous dites quelque part, je crois que c'est dans Vision à New York, je n'ai rien de définitif, c'est comme le par délicatesse, j'ai perdu mon image de Rimbaud. Et donc dans cette œuvre protéiforme et chez cet auteur qui bouge tout le temps, je crois qu'il y a deux points forts, deux points communs que j'ai distingués. D'abord le refus de l'intrigue. Vous êtes contre une littérature cinéma héritée du 19e siècle où une intrigue se déroule comme dans un film américain du début à la fin où il n'y a pas de grandes surprises. Et deuxièmement, ce qui est encore plus important, la célébration de l'instant, de la beauté de l'instant qui surplombe tout. Et là, j'ai trouvé une très belle citation dans Fête à Venise. Vous dites « Chaque minute, chaque mètre carré ou cube, gagné comme liberté du temps et de l'espace, constitue pour tout individu la seule vraie guerre révolutionnaire. Dites-nous cette guerre et cela suffit. » Donc, Philippe Soler nous dit cette guerre, il nous chante cette guerre, parce que la voix est très importante chez vous. Mais vous le faites avec souplesse, allégresse, comme le dirait Sade, selon un principe de délicatesse. Voilà mon introduction. Est-ce que cela vous va? Est-ce qu'on entend? Bien. Merci Michel. Valentini. Le livre qui devrait être étudié tous les jours, aujourd'hui, dans la mondialisation générale, effervescente et dévastatrice. C'est précisément ce sur quoi vous avez mis l'accent, c'est-à-dire le livre des changements, ou alors plutôt le livre des mutations, le Yijing en chinois, c'est-à-dire la façon d'être tout le temps là, dans un processus qui n'arrête pas de changer. Ce qui est lourd, répréhensible dans la littérature d'aujourd'hui, qui se conforme aux lois du cinéma, c'est précisément cette pesanteur d'identification à l'image et à la stabilité de l'histoire racontée d'une façon absolument pénible par pratiquement tous les romans. C'est le contraire de la pensée qui devrait nous préoccuper de plus en plus, c'est-à-dire précisément la pensée chinoise. Le livre des mutations, le livre des changements, quelqu'un qui serait capable d'être toujours en mouvement, sans peser, et de passer d'une séquence à une autre, ce qui a l'air parfois très étrange. Vous allez voir tout à l'heure un film
qui est l'application de cet art de la mutation ou du changement. Vous avez légitime, vous avez 64 ans. Vous tirez là maintenant, Michel, votre situation. Et vous avez tout de suite une indication sur votre avenir proche et sur votre passé. Donc vous êtes enfin là. Là maintenant, ce soir au Luxembourg, en 2014, dans une situation extravagante de transformation de la planète, avec des choses que l'on ne connaît pas, parce que tout se vit dans une opacité parfaite, qui est celle, disons, de l'argent, et vous choisissez d'être là, vous-même, en situation. Alors, je suis là, vous êtes là, on se parle, et nous sommes tous les deux en situation au Luxembourg ce soir. Bon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, il faut d'abord que je remercie l'Institut Werner, M. Franck, vous-même, chère madame, qui avez eu la gentillesse de me présenter, vous, Michel. Et c'est un plaisir de venir pour la première fois pour moi au Luxembourg. Il paraît que je suis venu, mais j'ai oublié. De voir cette ville construite par étages, superposée, etc. De sentir la puissance de la banque derrière tout ce qui est caché au Luxembourg et venant de France. C'est un extrême plaisir. Je vous remercie beaucoup de votre accueil. C'est un extrême plaisir de tomber tout à coup sur des gens très civilisés. Ça me change de la France en ce moment. Parce que la France est en état de décivilisation violente. Ce qui est intéressant. Parce que pour un écrivain, être au cœur du drame de son pays, c'est vraiment très, très, très important de vivre et d'essayer de vivre concrètement les choses, c'est-à-dire, comme disait Balzac, l'envers de l'histoire contemporaine. Qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qu'on nous dissimule? Pourquoi un tel effondrement, une telle dévastation? Justement, vous êtes voilà. C'est la folie. Oui. Vous êtes pour une littérature non pas décalée, mais vous vivez dans l'histoire et vous faites comme Saint-Simon, on dirait l'archéologie d'une nouvelle cour. Vous voyez, donc vous êtes, comme vous avez dit, dans l'histoire et au vif de la chose, et non pas à l'extérieur, dans une tour d'ivoire. Il faut vivre au cœur du cyclone ou du typhon, c'est-à-dire dans une zone de grand calme. Vous savez qu'il n'y a rien de plus calme que d'être au cœur d'un cyclone. Donc, comment trouver ce calme? Où se situer pour être dans ce calme très aussi lucide que possible? Bon. Nous sommes dans une époque de mutation. J'essaye de dire comment et pourquoi avec ce que dans ce livre j'appelle un manuel de contre-folie. J'estime, mon diagnostic est que nous vivons dans un monde fou. Tout est devenu fou. Comment ne pas devenir fou et être avalé par la folie dans un monde fou? Je ne suis pas le premier à faire cette hypothèse que Pascal faisait déjà. On vit dans un grand hôpital de fous et ce serait encore être fou de ne pas être fou dans un monde de fous. Je récuse cette interprétation de Pascal qui est tout à fait métaphysique et je dis qu'il y a de fortes raisons de penser que la raison peut surmonter la folie de ce monde. Pour ça, excusez-moi, mais il faut vivre d'une certaine façon. Il faut s'organiser et vivre d'une certaine façon. Vivre l'espace et le temps d'une certaine façon. Ce que j'essaie de faire en montrant des résultats concrets, avec des enquêtes que je suis minutieusement. Les meilleurs enquêteurs du monde actuel depuis déjà longtemps sont les Anglais, qui nous fournissent des tas de renseignements très importants sur l'histoire. L'histoire, où est-ce que l'histoire est compréhensible? Par exemple, l'histoire du XXe siècle
par exemple, l'histoire de l'ex-Union soviétique, par exemple, tout ce qui a pu se passer dans l'histoire du XXe siècle, ça m'intéresse passionnément. Je crois qu'un écrivain doit s'occuper de l'histoire, autrement dit, de l'envers, de l'histoire contemporaine, autrement dit, de ce qu'on l'oblige à penser, et pour dissimuler quelque chose. Ce qui m'intéresse chez toute personne, ce n'est pas ce qu'elle sait, ce qu'elle croit savoir, c'est ce qu'elle évite de savoir. Ça, c'est passionnant. C'est pas la peine de parler dans le vide. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi telle ou telle personne, ou tel pays, ou telle époque, ne veut pas savoir. C'est là-dessus que j'essaye d'écrire. C'est justement pas... Non, Monsieur Solers, vous avez parlé de folie, alors excusez le psychiatre qui doit ramener... Vous venez de parler de folie, tout à l'heure on en parlera de votre livre de médium, mais excusez le psychiatre de ramener sa poire. Quand vous parlez de folie, tout à l'heure vous avez dit, donc on vit dans un monde de folie, qu'il faut essayer d'en réchapper, et avant notre entretien, vous avez dit que bientôt vous venez vous réfugier au Luxembourg. Alors évidemment, c'était une boutade, mais est-ce que le fait que vous avez dit ce soir, Hic et Nunc, on est au Luxembourg, un pays où on cache beaucoup de choses, vous avez dit, j'ai pensé que vous étiez un peu surpris de l'image du Luxembourg, parce qu'en France, le Luxembourg n'a pas toujours très bonne presse, vous êtes un peu surpris du Luxembourg. Est-ce que, je ne veux pas maintenant parler du Luxembourg, mais le mot réfugié m'a interpellé. Dans votre livre aussi, vous parlez qu'il faut se réfugier. Vous n'utilisez peut-être pas le mot, mais quand vous allez à Venise, quand vous nous parlez de Chine, on a l'impression que vous cherchez à vous échapper de ce monde fou et de chercher un ailleurs, y compris dans votre écriture. Je vais demander la nationalité luxembourgeoise ce soir, ainsi que beaucoup d'autres. Parce que je ne tiens pas à me limiter au Luxembourg. Je me sens belge, luxembourgeois, peut-être encore plus italien ou espagnol ou chinois. J'ai des propositions très sérieuses que j'examine en ce moment. L'Amérique latine ne me déplairait pas, surtout l'Argentine, où je suis très bien traité, avec une civilisation profonde, comme au Luxembourg, et ça me permet d'être traduit en espagnol, par exemple, ce qui me laisse penser que le pape François me lira désormais en espagnol, puisqu'il est argentin, donc je demanderai aussi un refuge au Saint-Siège. J'ai beaucoup le choix. Ce qui m'intéresse, c'est d'être ce Français témoin de la déliquescence de son pays. Donc je ne peux l'étudier que sur le terrain, c'est-à-dire en restant au cœur du problème, c'est-à-dire en France, avec la langue française. Je ne pense pas que les écrivains français se rendent compte de leur destin. Et c'est là-dessus que j'insiste, avec Pascal notamment en exergue. L'autre est un mot, Isidore Lucas, pour ne pas le citer après, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est en français que la lucidité maximale peut s'exercer à un moment donné dans cette langue à propos de l'histoire mondiale? C'est au point le plus aigu de la crise, de la dévastation, du doute, de l'identité malheureuse, comme a dit quelqu'un, comme Alain Finkielkraut, alors que moi je défends une identité heureuse, n'est-ce pas? C'est tout ce que j'ai à dire, c'est mon identité heureuse. Eh bien, croyez-moi, ça c'est très mal vu. C'est pour ça que je parle toujours de me réfugier. Qui accepte mon identité heureuse? Ah, mais les Français ne sont pas contents de moi. Et je leur dis à brûle-pourpoint les vérités qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Mais il faut que je reste sur le terrain. Parlons de... Parce que c'est la guerre, tout simplement. Voilà. Vous dites que vous êtes un homme de situation, vous êtes un homme
Heureux, vous vivez dans l'instant, j'avais choisi une citation. Je vais vous la lire, vous me direz, je crois que vous saurez tout de suite dire de qui c'est. Et je sais que vous adorez les citations, donc voilà la citation pour ce soir. Le passé m'encourage, le présent m'électrise, je crains peu l'avenir. Oui, Juliette, Ça, avec c'est- prospérité du vice du marquis de Exact. Sade. Le Je sais que XVIIIe vous siècle. étudiez. Le XVIIIe siècle. Ah Alors, oui, oui. pourquoi le XVIIIe siècle vous intéresse-t-il tant? Parce Qu'il revient à me dire m'électrise, qu'il est- comme dit électrique. votre auteur. Le passé encourage, le présent m'électrise, je crains peu l'avenir. Vous voyez, comme c'est beau. Le passé m'encourage, en effet, comme mon compatriote Montaigne, qui passait son temps à vérifier qu'on n'oubliait pas le grec et le latin en le peignant sur ses poutres. J'étais lycéen, je voyais ça avec émerveillement, comment un type a pu se réfugier d'un moment de grande crise, dévastation, pour écrire en latin sur ses poutres, alors qu'on s'égorgeait sous ses fenêtres. Oui, le passé m'encourage. Le présent, grâce à vous, m'électrise. Et L'avenir. je crains un peu l'avenir, parce que si le passé m'encourage et que le présent m'électrise, je ne crains pas non plus l'avenir. Vous avez les trois temps conjugués d'une façon parfaite. Voilà. Donc, ça, l'écrivain qui est probablement, et même sûrement, le plus lucide sur ce qui s'est passé à propos de la Révolution française et de la terreur. Par conséquent, vous connaissez son mot fameux, il faut revenir dans l'histoire. Hein, la guillotine installée sous ma fenêtre m'a fait dix fois plus de mal que... Voilà. Vous savez qu'il a participé au fait de gracier ses persécuteurs, etc. Il a été trop Par gentil. conséquent, la délicatesse de Sade, le goût de Sade, l'extrême bonté de Sade reste à découvrir. Et pour cela, il nous faut changer complètement d'optique et passer par-dessus tout ce qu'on a pu raconter de façon romantique ou dévote à son propos. Pourquoi? Parce que ce qu'on a découvert de plus en plus, c'est que ces gens avaient eu des pères étonnants. Montaigne et voyons, vous vous rappelez le début des essais, nous sommes tournés vers l'Angleterre, 2 siècles à Bordeaux. Vous allez voir tout à l'heure qu'en hommage à l'Angleterre, qui a gagné quand même la Seconde Guerre mondiale, quand tout le monde se traînait dans la lâcheté, y compris les Américains, il a fallu que les Japonais les bousculent. Bon, l'Angleterre, vous allez entendre mon drapeau, c'est-à-dire le God Save the Queen. Avant ça, mon parti est Girondin. Vous savez sans doute, aussi bien que moi, que ça aurait dû être exécuté comme partisan de la Gironde, c'est-à-dire du traître Roland. Bon, on ne l'a pas trouvé dans sa cellule, parce que sa maîtresse, qu'il appelle admirablement sensible, enfin, quand on aime une femme, l'appeler sensible, c'est vraiment... Non, c'est bien. Donc voilà, vous savez que l'histoire est là au cœur de cette affaire. La Révolution, la terreur, Saint-Simon, la décrépitude et l'épouvantable dégradation du siècle, enfin de l'Empire de Louis XIV, tout ça m'interpelle très vivement, comme m'interpelle très vivement le fait que le premier Médicis-Lois, où il n'y a eu rien dans la presse française, c'est extraordinaire, arrive, est en position de force économique, bien entendu, il achète des châteaux dans la région de Bordeaux, le cognac fait des merveilles en Chine, le cognac que les milliardaires chinois, il y en a plus qu'aux États-Unis maintenant, il se poivre avec du Louis XIII. Donc, c'est très intéressant, parce que Louis XIII, qui sait ça, Louis XIII? Ah, mais ils vont lire les Chinois, ils vont lire Alexandre Dumas, ils vont lire alors, à ce moment-là, toute l'histoire de France, ils vont venir à Venise, puisque Marco Polo, c'est là où on vient débarquer en avion. Bon, alors,
tout à coup, vous avez le pauvre petit Hollande qui arrive en scooter au château de Versailles, déguisé en Louis XIV. Vous avez le Jinping, voilà, il est très gentil, il est un peu fruste, mais alors sa femme, la cantatrice, Madame Pin, dans la galerie des glaces, minimum, pas de reportage vraiment, alors que un discours de Madame Ping, moi j'attends ça, et personne n'en parle. Voilà. Vous savez que la France est le premier pays occidental à avoir reconnu, grâce au général de Gaulle en 1964, l'existence de la Chine. Ce n'est que 9 ans plus tard que Nixon est arrivé pour dire oui, après tout, vous existez. Donc, l'ignorance organisée que vous avez partout sur l'histoire m'intéresse en tant qu'écrivain. Je m'intéresse à ce qu'on ne veut pas nous dire, à ce qu'on nous cache, à ce qu'on veut ignorer ça. Un écrivain qui ne s'intéresse pas à l'histoire, à mon avis, n'existe pas. Et les écrivains français sont à la traîne, dans la boue de leur ignorance. Le devoir de l'écrivain, c'est de montrer l'histoire, de montrer les rouages. Ça, c'est pour le devoir de l'écrivain. Montrer les rouages, bien sûr. Faire apparaître. Pour autant qu'on peut les deviner, alors que l'information me manque. Je lis tout ce que... J'interroge les banquiers, mais je ne peux pas savoir, au moment où je vous parle, ce qui se passe exactement aux îles Vierges, aux îles Caïmans, en passant par le Luxembourg, enfin, qui va se réguler. Le Luxembourg va s'acheter une façade, etc. Par la Belgique. Le Luxembourg est admirable. Le Luxembourg se régule. Voilà. Il faut évidemment que tout change pour rester la même chose, comme disait le Guépard. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder l'envers des cartes. Hein, où en est la mafia russe, la mafia chinoise aussi, où en est la mafia. Pourquoi le Mexique est-il devenu le plus grand pays de vendeurs de drogue avant la Colombie? Qu'est-ce qui se passe avec l'argent, avec la drogue, avec le sexe, avec toutes ces mutations mirobolantes? Voilà. Ce matin, j'ai écouté une charmante femme, jeune femme du Burkina Faso qui vit à Bruxelles, qui va se présenter aux élections à Bruxelles, qui a écrit un livre sur la façon dont elle a été excisée à l'âge de 5 ans. Elle en a souffert atrocement, elle essaye d'éviter, elle pourra le faire, d'éviter ça à sa propre fille. Mais il y a, peut-être l'apprenez-vous ce soir, si je l'avais su, je l'aurais mis exactement au même niveau que le reste des enquêtes que je cite dans mon livre. Il y a 130 millions de femmes excisées dans le monde. Et donc ce sont les mères qui font ça avec leurs filles, n'est-ce pas? Et il y en a 3000 en Belgique tous les ans. Ça n'a l'air de choquer personne. Il y a une sorte de tolérance. Enfin, c'est puni par la loi, mais est-ce qu'il faut vraiment punir ça? C'est bizarre, parce que c'est religieux. Ah, oui, c'est la tradition. Ah, c'est la tradition. Alors, on ne bouge pas. Voilà. Or, c'est une mutilation affreuse. Donc, vous voyez, c'est ça qui m'intéresse en tant qu'écrivain. La plupart des écrivains m'échappent complètement parce qu'ils sont dans leur petite psychologie restreinte. Et ils ne s'intéressent pas à l'histoire. L'histoire est l'envers de l'histoire. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'il faut étudier. Où en sommes-nous par rapport à la possibilité de lecture ou d'oubli de la lecture, au fait de ne pas pouvoir se souvenir de ce qu'on vient de lire. Ça, c'est très intéressant. C'est mon métier. Je suis éditeur dans la plus grande maison d'édition française, sinon du monde, d'ailleurs, c'est sûr, avec le stock de fantômes qu'il y a là. Donc, je sais exactement de quoi je parle. Je vous dis que rien dans ce livre n'est avancé qu'il ait été profondément médité et sur enquête et sur expérience vécue précise. Voilà. On a compris que vous n'avez pas beaucoup de tendresse pour les écrivains français du XXe siècle. Ce qui nous permet peut-être de revenir au XVIIIe. Le XXe siècle, mais si, le XXe siècle, ça dépend où vous le faites finir. Il y en a d'immenses. Il y a Proust d'abord qui achève le XIXe. Il y a Céline qui est monumentale, dont on a essayé d'empêcher à tout prix. J'aurais dû dire d'aujourd'hui.
Mais au XXe aujourd'hui, siècle. il y a des... je m'intéresse aux gens qui sont très jeunes et dont je ne peux pas vous dire ce qu'ils deviendront. Parce que je ne voudrais pas avoir 22, 23, 24, 25 ans aujourd'hui. Voyez-vous, il faut laisser le temps au temps. Il y a quelques écrivains majeurs de notre temps, comme Patrick Modiano, Pascal Quignard, même Christine Angot, sont tous des amis d'ailleurs, sont des amis. Mais enfin, je ne peux pas déchiffrer vraiment l'histoire grâce à eux. Patrick Modiano est un excellent écrivain, une petite musique magnifique, mais enfin, quand il arrive au début des années 60, c'est tout ce qu'il peut faire. Enfin, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. N'est-ce pas? C'est toujours l'atmosphère de l'occupation, France, etc., avec son problème, d'ailleurs passionnant. Bon, vous prenez le prix Nobel de Clézot, qui est quelqu'un qui sait faire des phrases indubitablement, mais enfin, il est toujours en état d'exotisme et ailleurs. Il n'est pas là au combat en France. Vous prenez Pascal Quignard, que j'aime beaucoup, qui est un ami, et vous voyez qu'il s'intéresse de plus en plus à la culture gréco-latine, etc. Son dernier livre, d'ailleurs, il est très bon en latin, on parle en latin ensemble, si vous voulez. Voilà. Moi, je suis un écrivain de combat, je suis un écrivain engagé. Pas au sens de Sartre, bien sûr, mais profondément engagé dans mon temps et dans la lutte de mon temps. Les autres, qu'est-ce que vous voulez, ne se battent pas. Moi, je pense que la littérature, c'est la guerre et qu'il faut se battre. Et donc, j'espère qu'il y aura des gens de 20, 23, 25 ans qui, devant la résignation et la démission de leurs aînés, sauf moi, se battent. Quand vous avez parlé tout à l'heure de la lucidité de la langue française, est-ce que, on va revenir au XVIIIe siècle, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut appeler une femme sensible qu'en français, que ça ne marche qu'en français, et que ça tient peut-être à la structure de la langue française qui a rendu possible d'appeler une femme sensible et qui a aussi rendu possible, ce que vous venez de dire, la Révolution française, par une espèce de lucidité. J'irai un petit peu plus loin en disant peut-être une énormité, tout comme le français a rendu possible, c'est une question que je vous pose, la Révolution française et une certaine sensibilité par rapport aux femmes. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que l'allemand, que la structure même de la langue allemande a permis de découvrir à la fois au XXe siècle la psychanalyse et a rendu possible le génocide, la Shoah? Je sais que c'est une énormité et je me réfugie derrière quelqu'un qui a cité ça une fois ici sur ce même fauteuil. Oui. Alors, très vite. Sur la Révolution française, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous pensez comme Clémenceau que la Révolution est un bloc? Oui ou non? Je pense que non. À ce moment, vous pensez que non? Je pense que non. Alors vous venez dans mon parti, qui est la Gironde. D'accord, mais alors on n'est plus en France. Comment ça, on n'est plus en France? On est à Bordeaux, monsieur. On n'aura plus d'État centralisé. On est à Bordeaux avec, vous n'avez jamais vu le visage de Verneau, je devrais le faire projeter ici. Vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais lu, au fond, l'histoire des Girondins de Lamartine, qui a été un best-seller à l'époque. Ça vient d'être réédité. Comment? Ça vient d'être réédité, c'est très beau. On peut à nouveau la voir, ça vient d'être réédité, j'ai vu. Lamartine. Oui. Enfin, c'est le premier, comme a dit tout le monde, c'est le premier qui vous parle de la Révolution française. Voilà. Bon. L'exécution des Girondins, il y a 21 députés, vous connaissez l'histoire? Non, aucun Français ne la connaît. C'est fâcheux. Pourquoi ils ne les connaissent pas? Eh bien parce qu'on ne leur a pas enseigné ça en famille, à l'école et à l'université. J'accuse l'enseignement français d'être un enseignement de falsification de l'histoire. Parce qu'il faut défendre l'État central. C'est grave, l'université d'ailleurs le sait et m'en veut. Attention. Attention. Je suis maudit pour l'université. Et je m'en flatte. Je l'ai dit, c'est un compliment. Oui, je m'en flatte, mais c'est un peu difficile parce que
les réseaux universitaires de par le monde, ça quand même, être ou ne pas être universitaire, c'est quand même, qui me légitime? Personne. L'université ne me légitime pas. Alors, je suis un amateur, superficiel. J'allais vous poser une question sur le temps, et justement, on me fait signe, le temps presse. On va regarder le film. Le film est très explicite. Vous allez voir un film assez dérangeant, qui mêle, dont je remercie mes amis ici présents, Georgi Galamov et Sophie Jean, d'avoir été les réalisateurs de ce film. Nous avons travaillé ensemble beaucoup. Et la question est assez simple à propos de Mélian. Il fallait faire rentrer, puisqu'il y a Saint-Simon comme personnage principal, il fallait faire rentrer Versailles dans Venise et Venise dans Versailles, c'est-à-dire, voilà. Et vous allez voir que ça commence par le God Save the Queen, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que Bordeaux a été engueulé pendant 2 siècles, ce dont je ne peux pas ne pas me souvenir. Voilà. C'est au début des essais de Montaigne. Au début des essais de Montaigne, vous avez le Prince Noir qui a été... Enfin, voilà. Moi, je fais de l'histoire partout, même au Luxembourg.